Adichat à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième 10 mars de l'Oplo, ou mardi de l'Oplo en français. Je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Marie Sarraute-Armentia et je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Bordeaux-Montaigne et chargée de communication scientifique à l'Office public de la langue occitane, l'Oplo, donc qui est un groupement, pour rappel, de politique linguistique qui réunit les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ainsi que l'État via le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Alors, le sujet de du webinaire aujourd'hui, c'est la loi Molac, ou pour donner son nom complet, la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, qui a été votée le 8 avril 2021 à l'Assemblée nationale et promulguée le 21 mai 2021. Mais je pense que ça, on y reviendra un petit peu plus tard, plus en détail. Notre conférencier aujourd'hui s'appelle Philippe Blanchet, il est sociolinguiste et il travaille à l'université de Rennes 2. Je reviens le présenter dans un instant, mais d'abord, je finis avec les quelques infos à propos du webinaire en lui-même. Donc, pour rappeler le format des 10 mars de l'Oplo, donc on commence la deuxième saison, là, cette année, enfin, aujourd'hui, pardon, avec le numéro 4. Donc, l'idée, c'est de donner carte blanche à un chercheur pour qu'il nous présente un aspect de sa recherche ou un sujet qui l'intéresse dans sa recherche. La conférence dure 30 ou 40 minutes. Et ensuite, on a un temps d'échange avec le public. Et si vous n'avez pas de questions à poser, eh bien, moi, j'en aurai. Mais on vous encourage fortement à proposer vos questions aux chercheurs. C'est l'occasion pour le coup. Pour poser les questions, donc, ça passera par le chat de Twitch. Donc, pour commenter dans le chat, il faut avoir un compte Twitch. Vous avez la possibilité d'en créer un rapidement et gratuitement, mais ce n'est pas une obligation pour ceux qui n'ont pas de compte Twitch et qui ne veulent pas en créer. Vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse communication de l'Oplo qui va s'afficher normalement dans le chat ou également envoyer un SMS au numéro de téléphone qui s'affiche et je pourrai ainsi relayer vos questions à Philippe Blanchet. Et pour terminer, donc l'événement est actuellement enregistré et sera mis en replay sur Twitch automatiquement à la fin du live. Et il sera mis également en ligne la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de l'Oplo où vous pourrez le retrouver ad vitam aeternam, ou en tout cas jusqu'à ce que la chaîne disparaisse. Alors, je reviens à notre invité de ce soir, Philippe Blanchet. Donc, il est professeur de sociolinguistique et de didactique des langues à l'Université Rennes 2. Il est spécialiste de l'étude de la diversité linguistique dans les politiques linguistiques et éducatives et se concentre particulièrement sur les langues minoritaires en contact avec le français. C'est un expert donc en politique linguistique et éducative plurilingue qui travaille comme expert donc pour de grands organismes internationaux, donc notamment l'Agence universitaire de la francophonie, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale de la francophonie, le Conseil de l'Europe. Et il a travaillé sur de nombreux terrains, des terrains très variés, donc notamment la Provence dont il est originaire, mais également la Bretagne où il est maintenant, la France en général, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'océan Indien, l'Amérique du Sud et le Canada. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits où on n'est pas encore été. Il s'intéresse donc particulièrement, notamment en tout cas, aux questions liées au droit linguistique et à la glottophobie. Donc glottophobie, c'est d'ailleurs un terme qu'il a lui-même proposé il y a maintenant 25 ans, en 98 si je ne m'abuse, dans un ouvrage. Donc glottophobie, juste pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore ce terme, c'est un mot qui a été construit de la même manière que d'autres mots qu'on connaît bien, xénophobie, homophobie, toutes les phobies en fait. Voilà. Et l'idée étant de mettre en évidence, en fait, à travers cette construction, le fait que ce ne sont pas les langues en tant qu'objet qui sont l'objet de discrimination, mais bien les personnes qui parlent ces langues. Et donc, la glottophobie, c'est la discrimination sur la base de la langue. Et ça inclut notamment également l'accent. Voilà, j'espère que j'ai tout bien expliqué, mais voilà. Donc Philippe Blanchet est l'auteur d'ouvrages de référence en sociolinguistique et en didactique des langues. Alors, il y en a plein, mais notamment Discrimination, combattre la glottophobie, donc en 2016, qui a été réédité en 2019 et qui a donc connu un grand succès public. Et puis également, Je n'ai plus osé ouvrir la bouche, témoignage de glottophobie vécue et moyen de se défendre en 2018, écrit avec Stéphanie Claire-Conan. Récemment, il a coordonné aussi plusieurs ouvrages collectifs, dont
là je vais en citer qu'un seul, mais c'est quand même celui qui nous intéresse aujourd'hui, langue minorée, des décisions de justice et de leurs effets, l'exemple de la loi Molac et de ses suites, donc qui est paru en 2022, co-dirigé avec un Basque, Eguzki Urteaga. Et c'est justement donc pour parler de la loi Molac que nous avons invité Philippe Blanchet ce soir pour qu'il nous propose une conférence dans le cadre des 10 mars pour faire un bilan presque 2 ans après le vote de cette loi Molac. Philippe Blanchet, je vous laisse partager votre écran, je coupe mon micro et vous avez 40 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je partage mon écran. Voilà. Vous me confirmez que ça fonctionne bien? Merci beaucoup. Donc, écoutez, je suis ravi de partager les connaissances et les réflexions à propos de cette loi et de la question des politiques linguistiques relatives aux langues dites régionales, dites de France en général, donc à la discussion que ça va permettre de susciter, qui nous permet toujours de nous enrichir mutuellement. Donc, j'ai centré, vous le voyez, l'exposé de cette loi et de ses effets sur la question des avancées et des obstacles, puisque l'idée, c'est de voir quelle est son utilité concrète, ce qu'on peut en faire, comment on peut s'en emparer pour sa mise en œuvre. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter de façon générale la loi Molac dans son contexte, ensuite l'ensemble des dispositions, et il m'est apparu souvent en discutant avec les gens autour de moi, y compris des gens très intéressés par ces questions-là, que l'ensemble des dispositions est souvent méconnu. La plupart des gens ont retenu, et je les comprends par ailleurs, hein, qu'il y a des dispositions qui portent sur les questions d'enseignement des langues régionales, mais il y a d'autres dispositions qui sont importantes aussi et dont il me semble utile non seulement de les connaître, mais probablement de s'en emparer. Comme vous le savez probablement aussi, puisque ça a été beaucoup médiatisé et que l'information a beaucoup circulé, notamment dans les milieux qui s'intéressent à cette question, la loi a fait l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel qui a rendu des décisions qui sont venues modifier la loi, mais aussi la confirmer en partie, puisque du coup, ce qui n'a pas été censuré a été confirmé. Et je terminerai en réfléchissant avec vous aux modalités de mise en œuvre et aux obstacles qu'on peut rencontrer pour appliquer la loi, parce qu'il n'est pas suffisant qu'une loi existe, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Après quoi, nous pourrons, j'espère, prendre le temps d'en discuter. Donc, la loi dont nous parlons est une loi, on vient de vous le dire, qui a été votée, qui a suivi tout le processus législatif, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, et qui a été votée définitivement en avril 2021. Elle a été promulguée le 21 mai 2021 au journal officiel, dont vous voyez ici un extrait daté du 23 mai 2021. Et donc, cette loi, comme vous le voyez, porte un intitulé sur lequel on pourra discuter d'ailleurs, qui inclut la notion de protection patrimoniale, qui n'est pas anodine, et la promotion qui peut être vécue comme un projet, disons, plus proactif, plus positif que la simple protection patrimoniale, mais on pourra revenir sur cette question-là. Donc, la loi a été promulguée le 21 mai 2021. Cette loi est une loi qui constitue un véritable événement pour les gens qui s'intéressent aux questions de politique linguistique en France en général, et en particulier portant sur les langues dites régionales. Je vais arrêter de mettre des guillemets tout le temps parce que je pense qu'une partie de ceux et celles qui nous écoutent doivent être d'accord avec moi sur le fait que l'étiquette langue régionale pose problème et que l'étiquette langue de France pose problème, que l'étiquette langue minoritaire pose problème aussi, et qu'en tout cas, il faudrait expliciter ce qu'on veut dire à chaque fois, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas des contenus de ces notions-là. Mais il faut bien qu'on s'en serve, y compris d'abord parce que c'est les termes que les gens utilisent en général pour en parler, et c'est les termes qui sont utilisés dans la loi. Donc cette loi est une loi qui constitue un véritable événement pour les gens qui s'intéressent à la question, puisque c'est la première fois sous la Ve République qu'une loi est votée qui porte sur les langues dites régionales, après des dizaines de tentatives précédentes qui ont toutes échoué, puisque faire arriver une loi à l'ordre du jour du Parlement est déjà un combat très très difficile, et en plus faire en sorte qu'elle suive tout le parcours législatif jusqu'à ce qu'elle soit votée
puis éventuellement promulguée, est encore plus difficile. On pourra faire un petit écho tout à l'heure à la loi EUZ, pour le dire à la catalane, qui portait sur la question des discriminations concernant les gens qui ont un accent en français et qui, elle, justement, a été interrompue dans le processus législatif par, pour le dire de façon un peu sympathique, de la mauvaise volonté de la part d'un certain nombre de parlementaires, notamment au Sénat. Voilà, donc la loi est rare parce qu'il est difficile d'en faire aboutir une, et elle est importante parce qu'elle a été pensée comme portant sur un large spectre de situations et d'axes de la vie sociolinguistique concernant les langues en question. Elle vient confirmer des lois précédentes, j'y ferai écho rapidement, y compris des lois qui étaient parfois, disons, incitatives et, sur des points sur lesquels la loi Molac, du nom du député qui l'a portée, devient du coup contraignante. Donc, elle joue un rôle important dans le système juridique français, désormais. Le contexte dans lequel ce projet de loi a été élaboré, puis déposé, puis débattu, puis voté est un contexte qui est défavorable au niveau des instances supérieures de l'État français, dont le Parlement. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail parce que si vous vous intéressez à la séance d'aujourd'hui, c'est probablement que la plupart d'entre vous sont déjà au courant de ça, mais on est dans un contexte fortement défavorable à toute forme de reconnaissance effective, de sauvegarde effective, de patrimonialisation positive, active et encore plus de promotion effective des langues qu'on appelle régionales en France depuis quelques décennies, pour toute une série de raisons historiques, idéologiques, autour d'une certaine conception de l'État français, de la place de la langue française dans cet État et des autres langues et des autres populations qui s'expriment dans d'autres langues dans cet État. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est clair que le contexte est particulièrement difficile et défavorable, d'où les échecs connus par toutes les tentatives précédentes de dépôt de loi, et d'où d'ailleurs les suites, à la fois en termes de saisine du Conseil constitutionnel et d'application partielle, voire de non-application pour l'instant de cette loi qui pourtant est une loi qui devrait être appliquée. Donc, c'est d'autant plus méritoire au député Paul Molac et à ceux et celles qui ont porté ce projet de loi avec lui, d'avoir réussi non seulement à le faire passer au Parlement, mais en plus à le faire voter et à le faire promulguer. Ce contexte étatique défavorable, qui est aussi un contexte, disons, social défavorable, social au sens sociétal, c'est-à-dire dans la société française, il y a toute une série d'éléments défavorables à ce que contient cette loi, à sa philosophie, à son projet, à sa mise en œuvre, et on y reviendra parce que ça va constituer des obstacles qui sont toujours là et que la loi n'a pas forcément réussi à renverser. S'il suffisait d'une loi pour renverser ce genre d'obstacles, ça se saurait, d'une certaine façon, ça serait relativement facile, on n'en est pas là. Le contexte social, donc, plus ou moins favorable. Alors, en même temps, la loi a été votée. Ça veut dire qu'une majorité des parlementaires se sont prononcés pour les mesures, le projet qui sont contenus dans cette loi, ce qui prouve qu'il y a au moins une partie de la société, une partie des mandants qui ont voté pour ces parlementaires qui y sont favorables, et les parlementaires en question ont pu transmettre, porter leur voix, puisque finalement, et prioritairement, ils et elles sont là pour ça. Et on peut peut-être même imaginer tout de suite qu'on va avoir affaire au fond à une espèce disons, de séparation de la société en deux camps, pour faire simple, hein. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Pardonnez-moi, il y a évidemment des situations intermédiaires plus nuancées, plus compliquées. Et l'une des choses que dit souvent Paul Molac, avec qui j'en ai beaucoup parlé, c'est que il pense que finalement le corps social français est plutôt largement favorable à ces questions-là et que c'est l'appareil d'État et notamment l'appareil des hauts fonctionnaires parisiens et du monde qui gravite autour, qui y est opposé. Alors, pour des raisons qu'on pourrait aussi expliquer, on y reviendra si vous voulez, hein, disons en termes de privilèges qu'ils ont et qu'ils souhaitent défendre. Et ça expliquerait ce clivage entre le fait qu'il y a des résistances étatiques, mais en même temps, le Parlement finit par voter cette loi. Et donc, comme je vous le disais, cette loi porte sur de nombreux aspects sociolinguistiques transversaux, pas seulement sur les questions d'enseignement.
Je le signalerai pas, donc je le dis au passage, cette loi a aussi permis d'ajouter à la liste des langues dites régionales, dites de France, qui sont reconnues par un certain nombre d'administrations nationales françaises, dont l'éducation nationale. Cette loi a permis d'y ajouter les langues de Mayotte, principalement le shimaoré, le kibuchi, qui jusque-là étaient exclues pour des raisons qu'on pourra expliquer aussi si vous voulez, hein, de façon évidemment tout à fait injuste et illégitime, des dispositions qui portaient sur les langues dites régionales. Et du coup, cette loi a élargi les dispositions à ces langues-là. Alors, l'ensemble des dispositions, pour vous montrer un peu la construction de la loi. Donc, une loi est séparée en différents titres, si vous voulez, des chapitres. Ça s'appelle des titres dans le jargon législatif et juridique, hein. Le premier titre porte sur ce que la loi appelle la protection patrimoniale. Alors, pourquoi avoir mis l'accent sur la question de patrimoine? Parce que, comme vous le savez aussi, la reconnaissance des langues dites régionales comme faisant partie du patrimoine de la France est inscrite dans la Constitution, hein, c'est l'article 75, si mes souvenirs sont bons, hein, et donc ça permet d'appuyer la loi sur un déjà là constitutionnel. C'est une façon de protéger la possibilité que cette loi soit votée et qu'elle soit promulguée. C'est une forme de stratégie probablement, hein, mais c'est une stratégie fine, intelligente, hein. Et puis, on y reviendra dans la discussion si vous voulez, mais on n'a pas nécessairement de la notion de patrimoine une conception passéiste. On peut aussi avoir une conception que certains appellent proactive ou dynamique de la notion de patrimoine. Le patrimoine, c'est pas forcément des choses mortes qu'on expose dans des musées, ça peut être aussi des choses vivantes dont on souhaite maintenir la vitalité. En tout cas, ce titre 1 s'appelle Protection patrimoniale. Il est donc composé de 6 articles, 6 articles dont un qui a été annulé par le Conseil constitutionnel, l'article 4, j'y reviendrai. Le 6 qui était l'objet de la saisine du Conseil constitutionnel a été confirmé par le Conseil constitutionnel, comme quoi la saisine était mal fondée, hein. Il porte donc en partie sur les questions d'accès à l'enseignement et pas d'enseignement tout court. Il y a une distinction qui est faite dans la loi sur l'accès à l'enseignement, j'y reviendrai. Il porte aussi sur il accroît et il confirme les devoirs de protection des langues dites régionales de la part de l'État et de la déclinaison de l'État à travers différents niveaux, notamment différentes collectivités territoriales. Euh, pour moi, la modification la plus importante, mais je suis prêt à soumettre évidemment cet avis au débat, la modification la plus importante que vient introduire la loi Molac dans le système législatif et juridique français, c'est qu'elle modifie la loi de Toubon. Je vous rappelle que la loi Toubon, votée en 1994, alors qu'il porte le nom du ministre de l'époque qui l'a portée, la loi Toubon est une loi qui était relative à la protection de la langue française et elle a été votée dans la foulée de l'inscription de la langue française dans l'article 2 de la Constitution en 1992 elle avait comme objectif principal, en tout cas annoncé, parce qu'il faut se méfier de ce que disent ces gens-là, de renforcer la présence de la langue française contre des usages qui paraissaient à l'époque abusifs ou même envahissants de la langue anglaise. Elle, elle avait un article qui avait été ajouté qui disait que cette loi n'était pas, alors je ne me rappelle plus de la formulation précise, hein, en gros, n'était pas prise pour empêcher l'usage des langues régionales. Il n'empêche qu'elle a été aussitôt interprétée par le Conseil constitutionnel dès lors il en a été saisi, et le Conseil d'État d'ailleurs, comme n'apportant aucun droit à l'usage de langues régionales qui subissent donc la loi Toubon complètement, dont certaines mesures, par exemple, hein, le fait que si vous traduisez un message en français dans une autre langue, la loi Toubon rend obligatoire qu'il soit traduit dans une troisième langue. On ne peut pas traduire, selon la loi Toubon, d'avant la loi Molac, un texte en français, en occitan, puisque c'est la langue qui nous réunit principalement ici, sans la traduire aussi dans une autre langue, ce qui est une façon de mettre les autres langues en dépendance les unes des autres et de la loi française. La modification de la loi Toubon qu'introduit la loi Molac, c'est qu'elle dit clairement et définitivement que la loi Toubon ne fait pas obstacle, donc elle ne porte pas sur les usages des langues régionales qui échappent
aux prescriptions de la loi Toubon désormais, ce qui va ouvrir toute une série de possibilités qui étaient limitées, voire carrément interdites par la loi Toubon. Le titre 2 porte donc sur l'enseignement des langues régionales. Il comporte notamment l'article 7. L'article 7 a une portée importante puisque cet article 7 dit que, et je ne suis pas sûr que tout le monde s'en soit bien rendu compte, dit que je vous l'ai mis en gras, vous le voyez sur votre écran si c'est lisible pour vous. La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées, sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. Et ça, il faut que les choses soient claires. Le « et » est impératif. La langue régionale est une matière enseignée. Ce « et » est impératif. C'est pas peut être enseigné. Ça veut dire que depuis la loi Molac, dans le cadre de conventions que l'État doit signer avec les régions notamment, ou ses équivalents comme la collectivité de Corse ou d'Alsace qui ont des statuts particuliers, dans le cadre de ces conventions dont il faut obtenir la signature, l'État a l'obligation de proposer à la totalité des élèves dans les écoles des zones concernées un enseignement de langue régionale. Alors j'y reviendrai parce qu'il y a un petit bémol à ça qui est dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais il n'empêche que cette proposition, normalement, doit être absolument généralisée. Cette loi n'a pas été appliquée à la rentrée 2021, on peut comprendre pourquoi, promulguée le 23 mai, ils n'avaient pas trop le temps, mais à ma connaissance, et je soumets ça aux avis des personnes ici qui connaissent bien le terrain, à ma connaissance, elle n'a pas non plus été appliquée à la rentrée 2022, et là, il y avait pourtant le temps de commencer en tout cas à la mettre en application. Bien sûr, il y a toute une série de conséquences puisque ça bouleverse un certain nombre de choses, y compris en termes de personnel compétent, disponible à mettre en face des élèves, à former, etc. Mais il n'empêche que on a là désormais une généralisation de l'offre d'enseignement en langue régionale qui est un élément clé puisque ça veut dire que tous les enfants concernés par ces langues dans les territoires, alors bon, on pourra discuter de la question de la territorialisation, mais bon, c'est déjà pas mal, il me semble, par rapport à la situation précédente. Dans ces territoires, tous les enfants doivent recevoir un enseignement de langue régionale. Ça veut dire qu'ils doivent savoir qu'elle existe, y être sensibilisés, la découvrir, ce qui va permettre éventuellement un effet d'entraînement vers le choix de cette langue pour des approfondissements de cette langue ou de ces langues, parce qu'il y a des académies et des territoires dans lesquels il y en a plusieurs. L'Académie de Bordeaux est un très bon exemple. Hein. Les élèves pourront ensuite les choisir comme langue. Alors, ce qu'on a longtemps appelé langue vivante 2, 3, 1, éventuellement, si c'est proposé, mais j'ai des gros doutes là-dessus. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement au lycée, mais en tout cas, vous voyez toute la dynamique qui peut s'en suivre de cet article 7, s'il est effectivement mis en œuvre par l'éducation nationale dans le cadre de conventions avec les collectivités régionales ou équivalentes. Le titre 3 porte sur les services publics, la signalétique et l'état civil. Alors, vous voyez que le titre lui-même est une espèce de liste. Alors, certaines diraient à l'après-vert, mettons, à condition que ça soit poétique et positif pour la belle œuvre de Prévert. En tout cas, on voit bien que là-dedans, on a mis tout ce qui restait et qu'on avait besoin de traiter, qui faisait problème dans le système français, pour lequel il y avait une demande sociale manifeste. Alors, ça couvre les articles 8 à 11. L'article 9 a été annulé par le Conseil constitutionnel. Je vais y revenir. C'est l'un des deux articles que le Conseil constitutionnel a censuré. Ces articles rendent possible une signalétique bilingue généralisée en français langue régionale. Alors, ça dit bilingue. Je ne vois pas pourquoi ça empêcherait du trilingue dans les situations dans lesquelles la chose semble nécessaire. Je pense dans la région où je vis et travaille en Bretagne gallo, où un affichage trilingue français, breton, gallo a d'ailleurs commencé à être mis en place et a du sens. Je pense à la ville de Bayonne où j'ai vu des affichages trilingues français, basque, gascon, et probablement d'autres situations voilà, qui me viennent pas forcément à l'esprit, mais que vous connaissez mieux que moi. Donc, c'est pas forcément exclusivement bilingue, mais en tout cas, cette signalétique bilingue généralisée est possible. Ça veut dire qu'on ne peut plus y faire obstacle et que
Vous avez sans doute entendu parler de ces cas-là, hein, dans certains endroits où des mairies avaient décidé de mettre les panneaux d'entrée et de sortie de la commune en bilingue français et la langue de la zone en question. Il y a quelques grincheux, appelons-les comme ça pour être gentils, qui ont essayé d'introduire des recours pour empêcher que ça se fasse, avec l'idée qu'en France, une seule langue est non seulement légale, mais légitime, et qu'il ne devrait y avoir que du français partout. Heureusement, ils ont perdu. Mais du coup, pour éviter ce genre de fragilisation, maintenant, la loi en question, la loi Molac, euh, euh, garantit, stabilise juridiquement la possibilité de le faire, et pas seulement pour les panneaux d'entrée des communes, c'est la totalité de la signalétique bilingue, directionnelle sur les routes, mais aussi des bâtiments publics. Le Conseil régional de Bretagne, par exemple, au-dessus de son portail d'accueil, il y a les mots Conseil régional de Bretagne écrits en français, en breton et en gallo, et ça, c'est pas de la signalétique directionnelle. L'article 9 qui a été censuré est un article qui rendait possible l'utilisation de signes diacritiques, c'est-à-dire des accents, des cédilles, ce genre de choses-là, sur des lettres en alphabet latin, évidemment, hein, sur des lettres où on n'a pas l'habitude de les mettre quand on écrit en français, parce qu'on a soit perdu cette habitude, le célèbre cas du tilde sur le N, hein, l'affaire du petit Fanch né à Quimper, ou d'autres signes équivalents comme des accents sur les voyelles qu'on va trouver en occitan, en catalan, enfin dans d'autres langues où on met des accents qui ne sont pas présents habituellement en français. Vous savez qu'il y a eu des refus alors non seulement des services d'état civil, mais en fin de compte, ils n'ont pas le pouvoir de le refuser, mais il y a eu des recours introduits par les procureurs de la République contre des prénoms qui avaient été retenus dans des états civils parce qu'ils utilisaient des signes graphiques de ce type-là. Ça a donné lieu à une gabegie de procédures juridiques sur des points de détail dont on peut se demander si ça méritait autant d'énergie et d'argent public. J'ose pas dire d'intelligence parce que je suis pas sûr que l'intelligence ait été beaucoup utilisée dans ces affaires-là. Bref, dans certains cas, on s'en est sorti avec la possibilité d'utiliser les signes diacritiques en question, dans d'autres cas, non. Et le Conseil constitutionnel, lui, a coupé court à tout ça en disant qu'il n'était pas possible, donc il est interdit d'utiliser dans l'administration les signes diacritiques en question, ce qui pose toute une série de problèmes qui ne concernent pas que les prénoms en langue régionale, mais éventuellement des prénoms dans d'autres langues, mais aussi des patronymes de personnes qui ont des patronymes venus d'autres langues. Le tilde, par exemple, et c'est typique, par exemple, pour un certain nombre de personnes qui ont des patronymes castillans, qui vont se retrouver, comme je le disais à cette époque-là, avec s'ils ont la double nationalité, un patronyme écrit différemment sur leur passeport français, sur leur passeport espagnol, par exemple, hein, entre autres, ce qui est pas simple, qui peut d'ailleurs leur poser quelques problèmes éventuellement s'il y avait des contrôles tatillons de certaines administrations douanières ou à la police des frontières. Enfin, dernière disposition, la loi euh, oblige le gouvernement à présenter chaque année un rapport sur la mise en place de cette loi, sur le suivi de cette mise en place et notamment sur les deux questions centrales de cette loi, mais vous voyez bien que ce n'est pas les seules, que sont l'accès à l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale. La loi a été promulguée il y a bien plus d'un an. Bientôt, ça va faire 2 ans. J'ai pour l'instant pas encore entendu parler d'un rapport qui aurait été présenté par le gouvernement sur sa mise en œuvre. Alors, comme vous le savez aussi, probablement, quand la loi a été votée, le Conseil constitutionnel a été saisi dans des conditions rocambolesques à la dernière minute avant que le délai soit terminé par un groupe comme il le faut de 60 députés, dont certains ont dit que c'est pas vrai, ils n'avaient pas signé la demande ou qu'on leur avait fait signer à l'insu de leur plein gré. Donc, en fin de compte, les 60 signatures n'étaient pas réunies. On a su aussi que le texte avait été rédigé au sein du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas la compétence pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série
disons, de manœuvres politiques qui ont eu lieu pour essayer d'empêcher cette loi d'arriver à terme, et notamment de la part justement de l'appareil d'État et des résistances qu'on trouve dans l'appareil d'État et dans les ministères parisiens. Alors évidemment, un des ministères les plus directement concernés par la loi, c'est le ministère de l'Éducation dite nationale, d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi sur l'article 6 ayant été saisi sur l'article 6, il s'est auto-saisi, il a le droit de le faire sur les autres articles de la loi, ce qu'il n'était pas non plus obligé de faire, ce qui montre bien que dès lors qu'on touche à cette question, l'appareil d'État et l'appareil disons, juridique dominant est particulièrement attentif pour ne pas dire directement, particulièrement rétif aux mesures juridiques sur cette question-là. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, sa jurisprudence est constante, il fait tout pour essayer d'empêcher au maximum, y compris au prix comment est-ce qu'on pourrait dire, de discours qui relèvent d'une gymnastique intellectuelle qu'on ne peut pas suivre, pour aboutir à des argumentaires qui sont parfaitement illogiques, parfaitement contestables, mais comme c'est lui qui décide et il décide de l'application de la loi fondamentale suprême, on est bien obligé de suivre ses avis. Ce qui n'empêche pas de les contester, je vais y revenir. Donc l'article 6 est l'article qui rendait obligatoire que la commune de résidence d'un enfant verse le forfait scolaire à l'école dans laquelle l'enfant est inscrit dans une autre commune si dans la commune où il vit, on ne lui offre pas d'enseignement de langue régionale ou en langue régionale. Du coup, les parents décident de le mettre dans une école de l'autre commune. Et comme ce n'est pas prévu, puisque normalement c'est sectorisé, ça posait des problèmes de versement du forfait scolaire. Non seulement auprès des écoles publiques en question, mais aussi des écoles associatives, en tout cas les écoles privées, qu'elles soient associatives ou confessionnelles, qui ont des besoins de financement particuliers plus importants, évidemment, pour leurs frais de fonctionnement. Et la loi NOTRe, qui existait déjà, la loi sur la nouvelle organisation des territoires de la République, avait prévu ce cas et disait que le forfait devait être versé, mais que si la commune refusait, le préfet devait réunir les gens pour réussir à les mettre d'accord. Vous imaginez à quel point c'est incitatif, mais à quel point ça n'impose rien. Et du coup, la loi Molac vient au fond, confirmer cette mesure en disant dans l'article 6 que le maire de la commune de résidence n'a plus le droit de refuser, qu'il a obligation de verser le forfait, ce qui permet aux parents de scolariser leurs enfants dans un système où il y a de la langue dite régionale, si dans la commune où ils résident, dans le secteur où ils résident, l'offre n'existe pas. Cet article a été donc proposé à la censure à la demande implicite et téléguidée du ministère de l'Éducation nationale et d'un certain nombre de députés de la majorité macroniste qui l'ont suivi, mais le Conseil constitutionnel a considéré que cet article était conforme à la Constitution, qu'il n'y avait rien dans la Constitution qui permettait de l'interdire. J'ajoute au passage que, contrairement à ce qu'ont dit certaines personnes mal intentionnées à ce propos, cet article ne constitue aucun surcoût pour les communes en question. Dans un livre dont je viens de terminer la difficile lecture et l'analyse, le livre récent du nommé Benjamin Morel qui s'appelle La France en miettes, il prétend que cet article instaure une taxe diwan. C'est complètement faux puisque le forfait scolaire, de toute façon, la commune le verse si l'enfant est scolarisé dans une école de cette commune. Donc de toute façon, le forfait scolaire, il est déjà là, il est déjà prêt à être versé. Donc il n'y a aucun surcoût. Si d'ailleurs il y avait un surcoût, il y aurait eu un problème puisqu'une loi qui a des coûts supplémentaires doit prévoir le financement de ces coûts-là. Or, la loi Molac ne prévoit pas de financement puisque justement, il n'y a pas de surcoût. Donc cet article a été validé. Le Conseil constitutionnel s'étant auto-saisi, il a examiné tous les articles de la loi. Il a aussi, je vous le disais, censuré l'article 9, puisque, selon son argumentaire, l'article 9 constituerait un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans les relations des citoyens avec les administrations et les services publics, et que le Conseil constitutionnel considère que les citoyens n'ont pas de droit à l'usage d'une autre langue.
Ce qui est contredit par les textes internationaux que la France a déjà ratifiés et qui normalement s'imposent en France puisqu'ils sont constitutionnels n'ayant pas été déclarés inconstitutionnels à ce moment-là. J'y reviendrai sur les contradictions internes du droit français. Donc cet article, je vous en ai déjà parlé, il a été censuré et à cette occasion, le Conseil constitutionnel a également censuré l'article qui proposait le développement de l'enseignement immersif dans le système de l'éducation publique. Euh, et donc, vous le voyez, à nouveau, hein, le Conseil constitutionnel s'appuie toujours sur le même argument qui parfaitement, au fond, idéologique hein, et pas du tout logique, que ça constituerait un droit à l'usage d'une autre langue si le système public mettait en place un système immersif dans lequel la langue dite régionale n'est pas seulement une langue enseignée, mais qu'elle est aussi non seulement une langue d'enseignement, mais aussi une langue de communication de la communauté éducative. Et ça, le Conseil constitutionnel n'en veut pas. Donc, il a aussi censuré cet article-là, alors qui a aussitôt ce qui a aussitôt beaucoup inquiété, alors non seulement les rares classes immersives publiques qui étaient en place ou qui allaient être mises en place, parce que l'immersif est surtout développé dans le réseau associatif que vous connaissez bien, le réseau d'Iwan en Bretagne, le réseau des Calandretas dans le système occitan. Ça a évidemment beaucoup inquiété les gens, puisque ces écoles ont un contrat d'association avec l'État, elles exercent donc une mission de service public et elles ont craint, à juste titre, que l'État dise, mais du coup, votre système pédagogique n'est pas conforme à la Constitution, je vais dénoncer le contrat d'association et nous ne prendrons plus en charge les salaires de vos enseignants au titre du service public que vous rendez, ce qui aurait été fatal à l'existence de ces écoles immersives dans les différentes académies dans lesquelles elles existent. Un subterfuge a été trouvé pour éviter que ça aboutisse à ça. Alors, y compris en n'appliquant pas cet article-là, puisque comme je vous le disais, c'est pas parce qu'il y a des lois qu'elles sont appliquées. Alors parfois, ça pose problème parce qu'on voudrait bien qu'elles soient appliquées. En l'occurrence, là, les gens concernés par les écoles associatives immersives, ça les a plutôt arrangés que la loi soit pas appliquée. Du coup, en tout cas, pas directement et pas de façon aussi radicale, puisque ça a permis de continuer à ce qu'existent des classes immersives ou des écoles immersives sous contrat d'association avec l'État. Alors, je vous disais tout à l'heure que le Conseil constitutionnel a aussi une jurisprudence, c'est-à-dire que les décisions qu'il prend constituent une forme de droit, une forme de loi, si vous voulez. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails juridiques, hein, et que donc on peut, c'est typique du droit public. Hein, le droit public fonctionne par jurisprudence. Les décisions des tribunaux publics, dont le suprême qui est le Conseil constitutionnel, constituent disons, un corps de juridique, de loi, de mesures qu'il faut respecter. Et en général, ces décisions sont cohérentes, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les décisions précédentes pour garder la cohérence de sa jurisprudence. C'est pas obligatoire, il peut y avoir des ruptures, y compris des ruptures qui sont justement provoquées par un changement de la loi ou un changement de la Constitution, qui ici est une des questions en cours d'ailleurs. Mais il y a en général une jurisprudence qui a une forme de continuité. Or, le Conseil constitutionnel français a toujours émis une réserve concernant le fait qu'on offre à l'ensemble des élèves dans les académies de l'État français, ou qui en relèvent à des degrés divers, y compris sous des statuts particuliers, ils n'acceptent pas qu'on fasse une offre généralisée qui s'apparenterait à un apprentissage obligatoire. Il a déjà rendu 2 fois des avis là-dessus. C'est notamment quand le statut particulier de la Corse a été mis en place. Il prévoyait ce qui se passe effectivement en Corse aujourd'hui, hein, l'offre généralisée de langue corse à l'ensemble des élèves à partir du primaire, si mes souvenirs sont bons, voire de la maternelle, mais à cette époque-là, la scolarité obligatoire a commencé au primaire, et le Conseil constitutionnel a considéré que ça n'était pas contraire à la Constitution, à condition que ça ne soit pas obligatoire, c'est-à-dire à condition que les parents puissent retirer leurs enfants de l'enseignement de la langue corse qui est offerte à tous les élèves.
À partir du moment où ils ont la possibilité de dire non, mes enfants n'apprendront pas le corse, c'est pas obligatoire, donc c'est possible. Le Conseil constitutionnel a rendu le même avis sur le statut particulier de Tahiti quelques années plus tard, en 1996, qui prévoyait aussi la généralisation de l'offre d'enseignement en langue tahitienne. Et donc, vous voyez que l'article 7 dont je vous parlais tout à l'heure, qui généralise l'offre d'enseignement de langue régionale dans les académies et dans les territoires concernés, ne pourra être mis en œuvre qu'à condition qu'il n'y ait pas un caractère obligatoire absolu. Sinon, dès le premier recours d'un parent d'élève, d'une association, de gens qui, pour des raisons que, hélas, on connaît bien, voudraient s'y opposer, ça aboutirait soit à une question prioritaire de constitutionnalité, soit à un avis du Conseil d'État. Dans tous les cas, ça serait cassé et l'offre ne pourrait pas être mise en place. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire avec cette restriction qui fait que l'offre peut être généralisée, mais qu'elle ne peut pas être obligatoire. Par ailleurs, il y a une autre jurisprudence qui est par ailleurs, enfin, tout à fait illogique du Conseil constitutionnel, qui considère, alors notamment quand il avait été saisi à propos de l'éventuelle ratification de la fameuse Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui considère que donner reconnaître des droits à des locuteurs d'utiliser leur langue, ça revient à reconnaître des droits collectifs. Et que comme en France, il n'y a pas de droits collectifs autres que les droits de l'ensemble de la population de nationalité française, ça serait une rupture d'égalité. Il y aurait des groupes de locuteurs qui auraient des droits que d'autres groupes de locuteurs n'auraient pas. Et donc, ça n'est pas constitutionnel. Alors, je vous dis tout de suite, c'est parfaitement tiré par les cheveux parce que reconnaître des droits à des locuteurs ne veut pas dire reconnaître des droits à un collectif. Les locuteurs sont des individus, sauf à transposer intellectuellement la notion gramscienne d'intellectuel collectif pour en faire la notion de locuteur collectif, ce qu'on peut faire entre universitaires, mais ça fonctionne pas sur le terrain, dans la vie quotidienne et auprès des tribunaux, sauf à cette particularité, il n'y a pas de locuteur collectif, donc c'est pas des droits collectifs, c'est des droits individuels. Mais bref, cette jurisprudence-là vient encadrer l'application effective de la loi Molac parce qu'il faut se protéger de recours qui seraient intentés contre son application si on débordait contre cette jurisprudence. Alors, la décision du Conseil constitutionnel, comme vous le savez, a provoqué, comme c'est souvent la politique linguistique française, au moins des interrogations et parfois, c'est pas le cas ici, des prises de position, disons, opposées de l'ONU et notamment des services de l'ONU qui s'occupent de la protection des droits humains. Donc, ça prouve bien que ça pose un vrai problème que cette censure par le Conseil constitutionnel en termes de protection des droits en général. En l'occurrence, c'était la censure de l'article sur l'enseignement immersif. Alors, du coup, pour s'en sortir, le gouvernement a fait une pirouette qui, elle aussi, est une forme d'absurdité juridique. Le Conseil constitutionnel, juridiction suprême, interdit la pratique de l'immersion dans une langue autre que le français dans un établissement scolaire et le Premier ministre demande au ministre de l'Éducation nationale, qui y était opposé, de publier une circulaire. Une circulaire, ça a une valeur juridique minuscule par rapport à une décision du Conseil constitutionnel, une circulaire dans laquelle il autorise l'enseignement immersif sous réserve que on utilise le français en plus de la langue régionale, aux côtés de la langue régionale, dans les documents qu'on communique aux familles et éventuellement dans les échanges qu'on a avec les familles. Vous voyez bien que ça ne désamorce pas évidemment l'argument du Conseil constitutionnel et donc on est aujourd'hui dans une forme de contradiction juridique où le Conseil constitutionnel interdit quelque chose qu'une circulaire de l'éducation nationale rend possible. N'importe qui attaquerait cette circulaire devant le Conseil constitutionnel la ferait évidemment casser. Et vous voyez bien, donc, sur la question qui nous occupe aujourd'hui, les lois et les mesures juridiques portant sur les langues dites régionales, on marche sur la tête, y compris à l'intérieur même du système juridique qui fait des pirouettes pour essayer de s'en sortir et de concilier le fait que, bah oui, on fait quand même des choses pour, mais en même temps, il faut qu'on tienne des positions contre. Alors,
Ça aboutit donc à la publication de... Donc, un rapport est rédigé par 2 députés. Pardonnez-moi, j'accélère un peu parce que le temps passe vite, hein. Ce rapport est remis au Premier ministre, qui demande au ministre de l'Éducation nationale, qui publie la circulaire en question le 14 décembre 2021. On y reviendra si vous voulez. Donc, il dit ce que je viens de vous dire. En voici l'extrait de texte qui parle de l'enseignement immersif et qui dit que du moment qu'on utilise aussi le français dans certaines situations, ça ne pose pas de problème particulier. Alors, je vais terminer avec la question de la mise en œuvre et des obstacles. Vous voyez bien que l'un des aspects, c'est la mise en œuvre à travers une politique éducative, mais cette politique éducative doit s'inscrire dans une politique linguistique et toutes les personnes qui ont étudié les politiques linguistiques ont conclu qu'une politique linguistique ne peut être mise en œuvre et ne peut fonctionner qu'à condition qu'elle s'inscrive de façon cohérente dans une politique générale de l'ensemble de la société. Une politique sectorielle n'aura pas d'effet ou peu d'effet d'entraînement. Évidemment, c'est mieux que rien. Je nie pas ça, bien sûr. Hein. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on réussisse à avoir une politique, si on souhaite ce projet de société-là, qui dépasse la question de la politique éducative. Et c'est pour ça que la loi Molac traverse plusieurs aspects sociolinguistiques et pas seulement la question de l'enseignement. Pour la mise en œuvre et pour les obstacles qu'on rencontre, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est légal n'est pas forcément légitime. La preuve, les décisions du Conseil constitutionnel sont légales. Je pense qu'on peut en contester la légitimité, y compris sur le plan de la logique, sur le plan intellectuel, ou sur le plan des droits, et notamment de la protection des droits fondamentaux. Mais inversement, ce qui est légitime n'est pas forcément légal. Et tout le problème, c'est de faire coïncider la légalité et la légitimité, ce qui pose toutes sortes de problèmes dans la vie des sociétés, l'aspect normatif du droit et l'aspect effectif de la vie sociale qui ne coïncident pas et entre lesquels il peut y avoir des tensions et des désaccords, y compris entre parties de la société qui ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, ça nous fait une série d'obstacles et d'obstacles transversaux, d'obstacles majeurs à contourner ou à renverser, y compris, alors, en les rencontrant, mais en s'appuyant sur les contradictions internes des textes législatifs, puisque si on examine, et je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais on en parle dans le volume sur la loi Molac auquel il était fait allusion au début, si on examine dans le détail les textes législatifs français, ils disent le contraire les uns des autres dans les droits, l'application ou le respect des droits linguistiques des personnes. Moi, je vous propose, pour obtenir la mise en œuvre de cette loi, ce qui me paraît normal dans un état de droit, qu'une loi soit respectée, hein, de généraliser l'information sur les droits linguistiques fondamentaux, qui est une question qui est peu connue. Les gens ne savent pas qu'ils ont des droits linguistiques et que ces droits sont garantis par des traités internationaux ratifiés par la France. De généraliser l'information sur le non-respect de ces droits linguistiques, qui constituent donc des discriminations linguistiques, comme vous l'a dit, que je propose d'appeler des discriminations glottophobes, et de rappeler tout le temps le caractère impératif de l'article 7 de la loi Molac, ce qui veut dire éventuellement démontrer les contradictions internes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas hésiter à argumenter en disant mais ce que votre jugement et les arguments que vous avez pris ne tiennent pas debout. Je peux vous montrer pourquoi ce que vous dites n'est pas logique et peut être contredit. C'est pas parce que le Conseil constitutionnel, qui ne connaît pas grand-chose de questions sociolinguistiques, l'a dit que c'est une vérité définitive d'évangile. Je vous propose d'affirmer que, contrairement à ce que le Conseil constitutionnel dit, c'est garantir l'égalité des citoyens que de permettre la diversité linguistique. Sinon, on met les citoyens en situation d'inégalité, on renforce le privilège de ceux qui ont le français ou qui le choisissent comme langue familiale ou d'éducation, et on crée une discrimination contre les personnes qui ont d'autres langues. Et donc, la charte européenne dont on parlait tout à l'heure ne crée pas des droits particuliers, mais au contraire, elle ferait bénéficier de droits identiques l'ensemble des citoyens français, quelles que soient les langues dont ils et elles sont locuteurs. Pour un organisme comme l'Office public de la langue occitane ou d'autres offices publics ou les réseaux associatifs ou les collectivités territoriales, ça voudrait dire communiquer là-dessus à travers une vaste campagne d'information. Ça veut dire faire valoir ses droits, demander le respect des droits, les faire valoir, y compris avec des recours, y compris devant le tribunal administratif. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps encore avec l'auteur de cette loi, Paul Molac, et on se disait, me demandait mon avis là-dessus, et je lui disais que mon avis était le suivant. Il faut poursuivre le ministère de l'Éducation nationale
en l'occurrence le rectorat de l'académie dans laquelle on est, devant le tribunal administratif, s'il n'applique pas l'article 7 de la loi Molac, puisque la loi est impérative et qu'il doit l'appliquer. Il faut se battre aussi avec leurs armes à eux, c'est-à-dire avec les armes du droit public, du droit juridique et des lois. On vous le disait, si vous voulez plus de détails, pardonnez-moi, je peux difficilement vous en donner plus, le temps est compté. On a publié un numéro d'une revue entièrement dédiée à ça, avec toute une série de collègues, pas seulement les deux qui l'ont piloté, mon ami Egouski et moi-même. J'en ai fini, je vous remercie de votre patience et j'espère ne pas avoir été trop long, mais le sujet est complexe et riche. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Non, non, mais le timing a été entièrement respecté, donc merci beaucoup. Il me semble en tout cas que, enfin moi j'ai trouvé ça très clair, donc je ne peux pas parler pour tout le monde, mais bon, je pense que c'est déjà un indicateur. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Juste avant de m'y atteler, alors j'allais dire je raconte ma vie, juste quand vous parlez de défendre pardon, d'informer sur les droits linguistiques et sur la discrimination linguistique. Voilà, je raconte ma vie, mais sur Facebook, par exemple, hier, j'ai vu passer un article qui parlait d'une commune de Bretagne qui est en combat avec la Poste parce que la Poste leur réclame en fait que les panneaux soient francisés parce que les noms de lieux sont en breton. Voilà. Et donc, dans les commentaires, bon, on trouvait tout un tas de personnes qui n'avaient pas l'air d'être très informées de l'histoire linguistique française. Donc, je me suis permis de gentiment expliquer notamment la pratique du signal sous la Troisième République. Et puis, une personne est passée par là et a dit: «Ah, mais je ne savais absolument pas que ça avait eu cours sur le territoire français. Je pensais que c'était que dans les colonies. J'aurais appris quelque chose.» Donc, voilà un exemple concret, c'est pas grand-chose, mais de quelqu'un qui a pu être informé. J'en profite pour signaler que cette pratique du signal, alors on va pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent, une thèse a été soutenue à Rennes 2, si je ne m'abuse, Mhm. donc en septembre, et vous étiez rapporteur de cette thèse, me Absolument, semble-t-il. il faut Voilà, surtout nommer son autrice qui est Rosine exactement. Milline. Voilà, j'étais plus sûre à 100% du nom. Donc voilà, qui en fait un ouvrage de référence, une thèse de 1400 pages sur le sujet, qui a étudié principalement en France, notamment en Bretagne, mais dans le monde entier, cette pratique de... Voilà, donc c'est pour les personnes que ça intéresse, 1400 pages à lire, voilà, il y a de quoi faire. Alors, je me tourne vers les petites questions que j'ai, si je les retrouve. Alors, pour commencer avec des petites questions simples, entre guillemets, ou des petites questions, une personne vous demandait en début de conférence, puisque vous parlez des problèmes de terminologie, d'étiquette, donc est-ce que vous avez un terme à préconiser pour parler des langues régionales de France minoritaires, minorées, minorisées, etc. Pour l'usage ordinaire dans la vie quotidienne, non, j'ai pas de bonne solution. Pour un usage technique, scientifique, on vient de terminer un ouvrage qui va paraître bientôt avec des collègues sur le bilinguisme en Bretagne et notamment sur la question des langues régionales et dites d'origine ou de l'immigration. J'ai proposé comme terme le plus neutre, après avoir tout examiné, de parler de langue endogène et de langue exogène, les langues qui se sont formées sur ce territoire ou qui se sont formées sur un autre territoire. Le français étant du coup une langue exogène en Bretagne, hein. Mais c'est vraiment très technique. Je ne vois pas bien comment on pourrait parler de Mm. ça dans la vie de tous les jours. Personne ne va comprendre ce qu'on raconte. Donc, j'ai pas mieux que langue régionale pour l'instant. J'aime pas beaucoup minoritaire parce que il faudra encore définir ce qu'on veut dire par minoritaire, y compris moi, je préfère parler dans ce cas-là de langues minorées parce que je parle de leur statut. On les minore. Elles ne sont pas, par définition, minoritaires. Elles sont minorées par un système social, politique, juridique, une histoire, etc. Alors que minoritaire, ça a tendance à faire comme si c'était un État. Et en plus, c'est plutôt du quantitatif que du statut. Or, le problème est davantage un problème de statut. Donc, dans ces cas-là, moi, je parle plutôt de langue minorée. J'ai aussi développé une terminologie scientifique spécifique pour parler de ces questions-là. Mais là aussi, c'est trop compliqué à utiliser dans la vie de tous les jours. Merci. Bon, mais on va se débrouiller. On se comprend en tout cas malgré tout, donc je pense que c'est le principal. Alors, j'essaie de regarder un petit peu les questions que j'ai pu avoir. Euh, alors, c'était laquelle, pardon, que je voulais lire à ce moment-là. L'article 7 de la loi Molac, effectivement progressiste, ne vient-il pas en contradiction avec la réforme du lycée et du bac voulue par Jean-Michel Blanquer?
qui peut l'emporter dans ce cas, donc entre la loi Molac et la loi École de la confiance? Alors, merci d'avoir pointé ça. C'est l'une des nombreuses contradictions des textes réglementaires français. Il y en a plein d'autres. Et donc, quand on est face à cette contradiction, la question, c'est qu'il va falloir arbitrer pour prendre une décision. Pour autant que je sois informé, mais je parle sous le contrôle des gens qui sont présents, qui peut-être savent ça mieux que moi, les dispositions effectives de mise en œuvre de la réforme Blanquer relèvent de textes internes à l'éducation nationale et non pas un statut législatif, auquel cas la loi Molac primerait en termes de puissance normative sur le plan de la hiérarchie des normes juridiques. Ça pourrait être un argument. Il y a un autre argument, c'est que Blanquer n'est plus là. Voilà, c'est typiquement des problèmes qu'on va rencontrer, qu'il faut trouver des solutions pour les résoudre. Ça mérite peut-être des arbitrages juridiques, du coup. Hein. Comment interpréter la puissance normative de tel texte par rapport à tel autre texte? D'accord, on met encore tout un tas de choses à faire, évidemment. Quelqu'un nous demande encore concernant l'article 7, quid des académies sans convention? Puisque vous avez parlé des conventions avec les collectivités, donc les régions ou collectivités qui ont légitimité à ça. Alors, tel que l'article 7 est rédigé, il impose la convention en question, c'est-à-dire que l'académie représentant l'État en termes d'éducation dans la zone en question et la collectivité territoriale concernée doivent signer une convention. Euh, Évidemment, là aussi, il y a tout un travail à faire de la part des acteurs associatifs, institutionnels, les syndicats de terrain pour faire comprendre à ces gens-là qu'ils ont cette obligation. S'ils ne l'ont pas fait, ils doivent le faire. Le processus peut être long. Ça peut aussi passer non seulement par des pressions, les parents d'élèves, etc., mais par des procédures juridiques devant les tribunaux en leur disant vous ne respectez pas la loi. Mais effectivement, il faut qu'il y ait cette convention et il faut aboutir à ce qu'elle soit rédigée et signée. Merci. Alors, on passe un peu du coq à l'âne, mais vous avez dit vous-même hein, que la loi ne parle pas que d'éducation. Donc, il y a eu une question portant sur les médias. Je crois d'ailleurs qu'il y en a eu deux, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Communiquer dans les médias, voyez-vous une entrée? Alors oui, j'ai dans mon carnet d'adresses quelques journalistes qui ont l'oreille sensible à ces questions-là, si c'est la question. Mais bon, c'est vrai que le pouvoir médiatique est un pouvoir, clairement. Il y a un pouvoir de type, alors politique, pas au sens politicien, mais politique au sens, disons, qu'il défend des opinions, structure des opinions, formate des opinions, etc. Et que c'est un des pouvoirs avec lesquels il faut faire, il faut travailler. Et donc, il y a aussi toute une action à mener pour faire en sorte que les médias, mais ils sont protégés aussi dans leur indépendance, etc. Et par ailleurs, c'est respectable. Enfin, vous voyez les équilibres à trouver hein, pour faire en sorte que, par la voie médiatique, on fasse savoir des choses que les gens ne savent pas en général ou pas suffisamment, pas les bonnes personnes en tout cas. Alors parfois, il y a des déclics quand on arrive au bon moment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce déclic quand mon livre est paru en janvier 2016 sur la glottophobie. Il semblait que quelque part dans l'opinion française, ou en tout cas médiatique, des gens ont été prêts à s'intéresser à la question. Il y a eu énormément d'échos médiatiques. Je vous avoue que ni la maison d'édition ni moi, on est capable d'expliquer pourquoi. Donc parfois, il y a une ouverture qui se fait, il faut s'engouffrer dedans. Parfois, il faut travailler à la créer. C'est pas simple, hein, c'est clair là non plus. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'un dispositif juridique pour que des choses se mettent en place. Il faut tout un travail de mise en œuvre, y compris dans l'environnement de la disposition juridique, qui finalement est une disposition qui touche la société. Et donc, c'est l'un des éléments de la vie de la société. C'est au sein de la vie de la société que le travail doit se faire, et pas seulement dans le système réglementaire. Merci, oui, en effet. Et je rappelle d'ailleurs à ce titre que les deux grandes missions de l'OPLO, pour ce qui est du développement des langues régionales, enfin de l'occitan en l'occurrence, les deux grands pôles sont la transmission et la socialisation de la langue. Donc, c'est bien les deux casquettes que nous avons, notamment dans ce cadre-là. Alors, j'essaie de suivre en même temps les questions qui m'ont été remontées. Concernant le forfait scolaire,
Alors, on me dit, la préfecture ne nous transmet pas de grille de référence de montant de forfait à appliquer, donc notre école associative sollicite les communes pour obtenir les forfaits et ces communes votent un montant sans repère, ce que nous ne pouvons pas estimer juste ou pas. Comment obtenir une grille de référence fiable? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous Je me déclare maîtrisez, mais incompétent sur cette d'accord. question précise, mais s'il y en a, il faut absolument trouver et obliger les communes à l'utiliser. Il n'est pas impossible qu'il n'y en ait pas non plus, ce qui pose problème. Et effectivement, je pense qu'il doit y avoir moyen en tout cas, d'argumenter en faisant des moyennes. Alors pas des moyennes à l'échelle de l'ensemble de la France parce que les situations sont différentes, mais des moyennes à l'échelle de l'académie, à l'échelle d'un bassin de recrutement éducatif, quelque chose comme ça, pour dire aux communes, ben voilà, en gros, la moyenne des autres, c'est ça, donc vous devriez donner au moins la même chose que les autres. D'accord. Alors, je continue mon catalogue complètement. Enfin, on passe un peu du coq à l'âne, mais du coup, c'est l'ordre un peu aussi dans lequel arrivent les questions. Alors, quelle garantie que les conventions aillent dans le bon sens? Les conventions entre l'État et les régions pour la mise en œuvre notamment de l'article 7, Mhm. éventuellement d'autres dispositions comme la convention relative aux langues de Bretagne que je connais bien pour y participer au titre de mon université, pour prendre un exemple que vous connaissez sans doute. Euh, alors, deux choses. D'une part, les conventions s'inscrivent dans un cadre réglementaire. Donc, elles ont l'obligation de travailler à la mise en œuvre des règles, y compris des lois, pas seulement des lois, ça peut être des décrets, etc., mais en tout cas du cadre réglementaire. Ça, c'est plutôt déjà une garantie et on imagine mal les, les services juridiques. En général, c'est les services juridiques des préfectures qui s'occupent de ces conventions, qui réunissent les partenaires. Hein. On imagine mal les services juridiques d'une préfecture, enfin cela dit peut-être que j'ai encore quelques naïvetés, prendre rédiger des mesures dans une convention qui ne seraient pas conformes à la loi, éventuellement qui refuseraient l'appliquer. Ah, bon, c'est peut-être que je suis trop optimiste, parce que par ailleurs, je sais que les décisions des préfets sont très souvent cassées par les tribunaux administratifs. Le deuxième levier, c'est que ces conventions sont préparées par les partenaires. Et qu'évidemment, les partenaires, ils ont leur mot à dire en disant, mais moi, ça, je ne le signerai pas si vous écrivez pas ça. Je vous garantis pour y avoir participé, c'est comme ça que ça se passe. En Bretagne, la dernière convention a fait l'objet de protestations, voilà, de la part de la région et de la part de réseaux associatifs, notamment de l'éducation, autour des dispositions portant sur l'enseignement en breton et en gallo. Voilà, et donc les gens se sont mobilisés. Et puis n'oubliez pas que les collectivités territoriales concernées sont dirigées par des élus, par des instances, que ces gens-là, c'est nous qui les élisons sur la base de programmes, qu'éventuellement ils respectent une fois qu'ils sont élus, et que ça fait partie du processus démocratique que de faire en sorte, si on est majoritaire, qu'ils portent cette demande de la part de la population pour qu'elle soit transcrite dans les conventions en question. Merci. Alors justement, la question était un peu précisée, mais j'avais pas lu la deuxième partie de la question. On rajoutait quid des académies du nord de l'espace occitan. Là, on est chez nous très précisément, littéralement sinistrées en matière d'enseignement public, avec le corollaire d'une insuffisance de militants disponibles et de l'indifférence visiblement des élus. Donc là, on est voilà sur un lieu où, de ce que je comprends, la langue n'a vraiment pas le terreau nécessaire pour se défendre, en fait, si c'est ce que je comprends. Oui, oui, je vois bien, et j'imagine qu'il s'agit principalement enfin, la situation de l'Auvergne est probablement la plus marquée de ce point de vue-là. Peut-être aussi du Limousin, mais j'ai l'impression qu'au Limousin, il y a une vitalité un peu plus forte des informations que j'en ai, mais je ne suis pas spécialiste de ces terrains-là. Alors, le problème, c'est que là, on est entré dans quelque chose qu'on peut qualifier, pour parler simplement, de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a une pression politique, sociétale qui a conduit les gens à abandonner la question, ce qui fait que moins il y a de gens qui s'y consacrent, moins il y a de militants qui y travaillent, moins il y a de militants, moins il y a de parents d'élèves, moins il y a de parents d'élèves, moins il y a de classes, moins il y a de classes, moins il y a d'enseignants, ça renforce les pouvoirs publics, etc. Cercle vicieux. La question, c'est d'interrompre ce cercle pour réussir à le transformer en ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux, c'est-à-dire une dynamique qui serait positive pour le développement
de la place de la langue en question dans la société en question, éventuellement même sa revernacularisation, comme on dit en sociolinguistique, hein, et en tout cas pour son redéveloppement dans l'enseignement. Euh, je ne vois pas d'autre solution que de convaincre les gens. Dans un régime dictatorial, on pourrait imposer aux gens. Je ne suis pas sûr que ça marche bien, ou alors il faudrait avoir les pouvoirs de mettre en place une puissance hégémonique. Je crains que ce ne soit pas le cas, qu'on n'ait pas cette possibilité-là. Donc, ne pouvant pas ça, la seule solution, c'est de réussir à convaincre les gens. Et donc, ça veut dire que des gens qui, même s'ils sont peu nombreux là, soient soutenus par d'autres gens qui sont plus nombreux ailleurs, à côté, qui sont sensibles, qui sont solidaires et qui viennent les soutenir pour essayer de provoquer de l'intérêt, éventuellement même de la conscientisation pour interrompre le cercle vicieux et le transformer. Euh, c'est tout l'intérêt du monde militant qui a parfois ses outrances et ses défauts, mais qui a évidemment aussi voilà, son utilité sociale et ses qualités. Alors, quand je parle de militants, ce n'est pas forcément que des associations, il faut penser aussi aux syndicats, aux partis politiques, aux corps intermédiaires, enfin à toutes sortes de relais de la demande sociale, pour dire les choses de façon un peu simple. D'accord. Alors, pour prendre un petit peu, donc là, on était plutôt comment dire, du point de vue des manques de peut-être d'intérêt ou de ressources humaines pour, par exemple, voilà, l'Auvergne, le Nord-Occitan. Et là, j'ai une question qui m'arrive, qui est un peu dans l'autre sens, par rapport au fait, par exemple, qu'il y a des langues, donc là, notamment, la personne cite le poitevin-saintongeais, ne figure pas encore dans la liste des langues enseignables à l'école dans la circulaire Blanquer. Comment peut-on rajouter cette langue? Convention de la région, alors hélas, de ce point de vue-là, qui n'est plus la région Poitou, mais qui est la région Grande Aquitaine, voilà, mais pression de la région pour imposer une signature de convention aux académies concernées. Clairement, je pense que c'est le levier réglementaire disponible le plus directement. D'accord. Alors, quelqu'un nous demandait également par rapport toujours à l'article 7. Donc, visiblement, vous n'êtes pas le seul à trouver qu'il est très important et qu'il faut s'y intéresser. Quid des langues ultra minorisées en matière de convention État-région, telles que certaines langues d'oïl comme le picard ou le bourguignon. Donc, on reste sur le même thème, mais la personne demande si elles sont reconnues, notamment donc le picard, le bourguignon et peut-être d'autres langues d'oïl. Alors, dans le système éducatif, la question, c'est la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale, qui ne reconnaît pas forcément les mêmes langues, les mêmes listes, etc., que d'autres instances. C'est d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale qui a officialisé l'appellation langue régionale, hein, c'est de lui que ça vient, historiquement, dans les années 60, en gros. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut un travail auprès de l'Éducation nationale pour qu'il y ait pression des collectivités territoriales en disant, mais sur notre territoire qui concerne votre académie, sur lequel se superpose votre territoire académique, nous, élus, ayant une compétence qui nous est donnée par la loi, y compris la compétence dans la loi NOTRe, toutes les collectivités territoriales ont compétence pour les politiques relevant des langues régionales, dans le cadre des compétences qui nous sont données par la loi, et de l'application obligatoire de la loi MOLAC, nous voulons que. Et c'est par la pression que ça fonctionnera. Je connais deux exemples, enfin trois, mais deux exemples où on voit que ces pressions marchent de façon étonnante même par rapport au contexte français. C'est le Pays Basque Nord et la Corse, un peu la Bretagne aussi, qui justement a réussi à faire entrer le gallo, langue d'oïl, alors que le picard n'y est pas. C'est pas pour rien si c'est parce que le gallo est en Bretagne et que la Bretagne est soutenue. Quand on voit ce que les Basques ont réussi à faire en créant la communauté de communes basques et enfin toute la pression politique qu'ils ont réussi à mettre pour que toutes sortes de choses soient obtenues, quand on voit ce que la collectivité territoriale de Corse obtient, on se dit que c'est aussi un rapport de force. Et c'est un rapport de force avec derrière des légitimités démocratiques des collectivités territoriales. Je pense vraiment que c'est par là que ça peut passer. Peut-être qu'il y a d'autres voies qui ne me viennent pas à l'esprit, hein. Mais en tout cas, quand on voit, enfin, en analyse sociolinguistique, quand on voit qu'en gros, les trois ressorts majeurs, c'est les pratiques, les représentations et
les statuts dans les institutions. Relancer les pratiques, ça doit passer par améliorer le statut de la langue dans les représentations. Et pour ça, il faut des politiques des institutions au point où on en est aujourd'hui. On aurait fait la chose il y a un siècle, il y avait encore un taux de pratique suffisamment important pour qu'éventuellement la pression des locuteurs et des locutrices, s'ils avaient décidé de mettre pression, aurait suffi. Mais c'est dans beaucoup de situations, pas dans toutes, pas dans les Outre-mer, pas dans certaines parties du Pays Basque, ou voilà, mais dans la plupart des régions, le poids des pratiques est plus suffisant. Donc, je pense que le levier, c'est le levier institutionnalisation. D'accord. Alors, je vois que on arrive à peu près au bout du temps. Quelqu'un nous précise dans le chat que le Picard est listé dans la circulaire Blanquer, pas le Bourguignon ni le Poitevin Saintongeais. Bon, c'est voilà une info qu'on me donne. Et donc, je propose de clôturer les questions avec une dernière qui vient d'arriver et une autre que j'avais laissé garder pour la fin exprès. Voilà, donc deux dernières questions avec des réponses si possible relativement brèves, mais donc, pour revenir au contexte social, sociétal, plus ou moins favorable, comme vous l'avez dit, que vous avez évoqué au début de votre communication et qui expliquerait en partie le vote de la loi, avez-vous constaté une ou plusieurs évolutions depuis que vous travaillez sur ces questions? Et si oui, pouvez-vous brièvement résumer lesquelles? Alors oui, j'ai constaté, parce que je travaille sur ces questions depuis les années 1980, mais je ne peux pas les résumer brièvement. Il est clair que la situation en termes de représentation sociale et s'est clairement améliorée pour beaucoup de ces langues, à l'inverse, pour beaucoup, les pratiques ont continué à diminuer, avec elles la transmission, et qu'il y a des éléments d'institutionnalisation qui se sont développés, qui n'existaient pas quand moi j'ai commencé à étudier ces situations-là dans les années 1980, où on n'avait à peu près rien finalement accepté la loi d'Exxon et puis les premières circulaires Savary en 83. Donc depuis, beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens, mais pas suffisamment pour que ça puisse avoir des effets d'entraînement sur les pratiques et sur la place de ces langues dans les sociétés. D'accord. Alors j'en profite juste pour rappeler à notre public que l'OPLO a piloté en 2020 la dernière enquête sociolinguistique d'ampleur en Mm. date Mm. sur l'occitan. Alors malheureusement, ça ne concerne pas, pour tout un tas de raisons, l'ensemble du territoire occitan parce qu'il est très vaste, mais ça concerne quand même 22 départements, le territoire d'action de l'OPLO. L'enquête est téléchargeable, les résultats sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Bien que, par exemple, comment dire, les résultats ont pu être comparés avec les deux dernières enquêtes qui avaient été menées en Nouvelle-Aquitaine et en Mm. Occitanie à peu près 10 ans auparavant. Et en effet, la langue est moins parlée, moins connue, mais on a quand même des attitudes qui ont l'air d'être de plus en Absolument. plus favorables, en fait, Mm. même si ça reste à confirmer dans l'action peut-être, mais en tout cas, les gens se disent de plus en plus favorables et semblent, je pense, s'éloigner un peu des notions de stigma finalement. On arrive à maintenant avoir peut-être un rapport plus sain aussi, socialement ou sociétalement, avec ces langues et c'est tant mieux. La dernière question, enfin qui n'en est pas vraiment une, mais quelqu'un nous demandait, est-ce que vous pourriez, parce que je trouve ça très intéressant, parce que comment dire, c'est aussi un autre moyen d'action qu'on a et c'est très en rapport avec ce que vous disiez juste avant. Est-ce que vous pourriez nous parler une minute de la pétition dont, alors je ne sais pas comment formuler, mais je vais y arriver, pardon, pour demander l'enseignement des littératures en langue régionale, puisque vous avez participé, il me semble, si j'ai bien compris, à la mise en place de cette pétition. Eh ben oui, profitons de la tribune et c'est une bonne idée. Merci à la personne. Alors effectivement, avec un groupe de collègues et d'amis, on a rédigé ce texte qui demande que les littératures qui ont été au départ écrites en langue régionale, sous des versions bilingues et ou seulement traduites en français, soient inscrites au programme de littérature des établissements scolaires de l'ensemble de la France, au même titre que des littératures qui ont été écrites en langue étrangère, qui sont déjà au programme, avec l'idée que d'abord c'est une lacune et une impasse culturelle gravissime et que par ailleurs, justement, savoir qu'il existe des littératures et des littératures magnifiques écrites dans ces langues-là, ça contribue à transformer les représentations vers quelque chose de positif
pour les langues en question et pour le fait de penser que finalement, le plurilinguisme est une richesse, y compris culturelle et littéraire, et pas un problème, contrairement à ce qu'une certaine partie de l'appareil d'État qui en tire privilège souhaite contredire pour ne favoriser que les gens qui ont le français comme langue première ou familiale. On rappelle notamment quand même que Frédéric Mistral, qui écrivait en occitan provençal, est prix Nobel de littérature pour son œuvre donc en occitan provençal. Donc on n'a pas à rougir, je pense, de notre... Il n'y a pas que Par, lui, évidemment, hein, mais on n'a par pas à exemple. rougir de Et on n'a notre pas forcément patrimoine. besoin d'avoir un prix Nobel pour montrer qu'on fait de la belle Tout littérature à par fait. ailleurs. Mais bon, disons que du coup, ça, c'est Ça forcément frappe les quelque gens. chose qui frappe les gens. Ça Exactement. frappe les gens. Je propose, oui. Si je peux ajouter juste une petite chose, on en a peu parlé, il ne faut pas oublier les gens qui vivent dans les départements et territoires d'outre-mer, parce que dans ces situations-là, la plupart des gens parlent une langue autre que le français, qui est la langue majoritaire, y Mhm. compris quantitativement, et ces gens-là, on les oublie souvent, et par ailleurs, ils ont des droits comme les autres, et chez eux, des droits liés à leur pratique majoritaire. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très bien en effet de le rappeler parce que dès qu'on est en métropole, c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier un petit peu, malheureusement, les Outre-mer. Je vous propose de conclure sur cette note. Écoutez, je vous remercie pour votre conférence, pour les réponses que vous avez pu apporter aux questions. Je sais pas si, voilà, je me suis un peu perdue dans les questions. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Pour les personnes qui nous regardent, si jamais nous n'avons pas répondu à votre question ou si jamais vous avez une autre question qui vous vient après, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse communication qui a été communiquée dans le chat et nous pourrons transmettre la question à Monsieur Blanchet qui pourra ensuite revenir vers vous ou revenir vers nous et on reviendra vers vous avec la réponse, il n'y a aucun problème. Je rappelle donc que le live va être ensuite mis automatiquement en rediffusion sur Twitch et la semaine prochaine, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'Oplo. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation, vous particulièrement évidemment Philippe Blanchet, et ben, je vous donne rendez-vous dans environ 2 mois normalement pour le prochain 10 mars. Voilà. Adi chats à toutes. Kenavo.